Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conférence sur le cinéma classique et le cinéma numérique. Qu'est-ce que l'on entend par le cinéma classique? Ce que nous considérons comme un cinéma classique sont les films qui sont composés d'effets spéciaux liés aux effets mécaniques. Les objets mécaniques sont comme les automates ou les robots. Le maquillage de cinéma ultra réaliste, les décors faits à la main comme les maquettes, les effets pyrotechniques dont les explosions et les incendies, les cascades ou les perspectives de cinéma qui créent des effets ou des illusions d'optique. Pour résumer, le montage est l'opération technique et artistique qui préside à l'organisation générale des plans d'un film. Ce sont des effets créés le jour même d'un tournage comme des effets spéciaux mécaniques et artisanaux. Mais alors, qu'est-ce que le cinéma numérique? Le cinéma numérique est en réalité un effet spécial créé par ordinateur ou par des logiciels. Il permet de créer des animations 3D. Ça permet également d'avoir des intelligences artificielles qui peuvent déjà créer rapidement les effets spéciaux tout seuls. Les paysages qui sont créés artificiellement, qu'on peut intégrer même dans le vrai paysage. Des voix artificielles créées numériquement. C'est donc des effets ajoutés en post-production à partir d'un ordinateur. Combien de personnes préfèrent le cinéma classique au cinéma numérique? Nous avons questionné un certain nombre de personnes. Constatons que beaucoup de personnes préfèrent le cinéma classique. Donc on peut voir que les avis sont assez partagés. On peut voir ici qu'il y a 41% de personnes qui souhaitent regarder plutôt des films classiques. 50,8% de personnes qui n'ont pas forcément d'avis bien tranché contre 6,5% des personnes qui préfèrent le cinéma numérique. Mais on voit avec l'évolution des technologies d'aujourd'hui que le cinéma numérique prend de plus en plus de place dans la société. Est-ce que finalement le cinéma numérique ne remplacerait-il pas le cinéma classique? Pourquoi nous interrogeons-nous sur cette problématique? Eh bien, mon ambition personnelle est de devenir actrice. Mais est-ce que c'est un métier qui a encore de l'avenir? Avec l'émergence continue des technologies numériques, je me suis demandé si l'être humain serait capable un jour de remplacer l'être humain dans ses activités quotidiennes. Et si on est capable de remplacer un acteur dans un film, est-ce qu'on sera aussi capable de remplacer toute une équipe technique sur un tournage? La technologie numérique permet d'avoir des effets visuels de plus en plus spectaculaires. Mais n'oublions pas que le cinéma classique d'aujourd'hui n'est pas encore entièrement numérique et que l'on continue de faire des films avec des effets spéciaux mécaniques. Comment crée-t-on des effets visuels à l'époque? Je vous propose d'appeler en direct Jean-Paul Lançon, chargé de mission cinéma. Il nous expliquera en quelques minutes l'histoire du cinéma classique. Bonjour! Pouvez-vous vous présenter? Donc oui, Jean-Paul Lançon, donc je suis le chargé de mission cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Ça fait 10 ans que je travaille là. Le Centre des Arts, en fait, pas une scène nationale, mais c'est un peu équivalent. Sous le logo, où vous verrez le label exact qui a été accordé par le ministère de la Culture et la DRAC, qui regarde tout ce qui est art et création numérique. Oui, alors bon, Méliès, ok, tout le monde voit à peu près qu'il a inventé les premiers trucages. Il était magicien. Il a vu dans le cinéma la possibilité d'augmenter les trucs scéniques. Lui, il avait un théâtre, il s'est dit, tiens, avec ça, je vais pouvoir proposer des tours de magie encore plus incroyables. Mais le cinéma était un art forain au début et était lié en fait au bonimenteur qui commentait les images en fait. Mais il n'y a pas que Méliès, il y a quand même les Frères Lumière, il y a les deux et que c'est pas la même manière d'envisager le cinéma. C'est important d'avoir les deux en tête. On n'est pas obligé de prendre parti pour l'un ou l'autre. D'un côté, les Frères Lumière, ils ont inventé non pas le cinéma mais la séance de cinéma, une projection sur un écran avec plusieurs personnes. Sinon, Edison a inventé le procédé cinématographique plusieurs années avant. Par contre, c'était destiné à être regardé par une personne à la fois. Je crois que c'est le kinétoscope, c'est une boîte d'un mètre de haut, je crois, dans laquelle les gens pouvaient regarder à travers un œilleton et on pouvait voir un petit film en fait d'une durée à peu près équivalente à 50 secondes et on peut les voir sur YouTube, hein, on tapait Edison. C'est souvent des films qui sont liés à des choses un peu spectaculaires. C'est assez intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils filment par rapport à Méliès ou par rapport aux Frères Lumière. Ça donne envie d'en savoir plus sur l'histoire du cinéma. Je vais vous apporter quelques éléments historiques supplémentaires concernant le cinéma classique. Le cinéma est à l'origine la projection d'une prise successive de photos qui donne une impression de mouvement. Nous n'avons pas de DeLorean, mais on va vous faire voyager avec nous en commençant par l'année 1895. Louis Lumière
a réalisé ses prises de vue grâce à un appareil innovant, le cinématographe. Il s'agit d'une machine pouvant servir de caméra, de tireuse, de projecteur, dont le brevet a été déposé le 13 avril 1895. Il suscite une vive réaction de Georges Méliès, je cite « Nous restâmes tous bouche bée, frappés de stupeur ». Le 7e art est marqué par des premières projections publiques. Les Frères Lumière marquent un tournant dans l'histoire du cinéma, avec leur tout premier film projeté à Paris, la sortie des usines Lumière. Jusqu'en 1903, le cinéma reste encore qu'une attraction, une expérimentation des Frères Lumière sur les différents points de vue. À cette période, le montage, l'histoire et les acteurs font leur apparition. C'est le début du cinéma muet. Le premier film muet à succès est Le Voyageur dans la Lune de Georges Méliès, en 1902, où il met en place un système de carton pour narrer son histoire. Le 6 octobre 1927, aux États-Unis sort le premier film parlant Jazz Singer, film chantant et musical réalisé par Alan Crosland. Ce film exploite un procédé de sonorisation appelé Vitaphone et la bande sonore comporte tout juste 364 mots. En parallèle, le cinéma parlant se généralise dans les années 1920 dont on garde les deux films phares, L'Ange bleu de von Sternberg en 1930 et M le maudit de Fritz Lang en 1931. La production sonore propose au début des films musicaux comme des opérettes souvent de qualité médiocre. Cependant, beaucoup de cinéastes et d'acteurs comme Charlie Chaplin ont mis du temps à s'adapter au cinéma parlant. Celui-ci s'obstine encore à du cinéma muet avec les temps modernes en 1935. Dans les années 1930, le cinéma connaît une avancée technologique. Après différents procédés de films en couleur par la Technicolor Motion Picture Corporation en 1914, Herbert Kalmus met au point en 1932 la caméra qui permet de filmer tout en couleur, la caméra Technicolor Trichrome. Le premier film ayant utilisé est Des arbres et des fleurs en 1932. Dans les années 1950, aux États-Unis, l'industrie du cinéma développe des films en relief ou en 3 dimensions. On positionne 2 images des 2 appareils de prise de vue sur un seul et même film. Le premier long métrage en 3D est réalisé en 1952 par Arch Oboler avec son film Ba'wana le diable. Et c'est en 1953 que les films en cinématoscope voient le jour. Le tout premier film d'Henry Koster, La Tunique. Les studios de la 20th Century Fox sont à l'origine de ce changement de format et bientôt toutes les salles du monde entier seront équipées du projecteur CinemaScope. En 1965, le technicien américain Ray Dolby crée le système Dolby. Il met sur le marché le premier appareil de réduction de bruit professionnel, le Dolby NR-A2, réservé aux studios de musique. En 1976, son système s'appliquera au cinéma avec le Dolby Stereo. Star Wars de George Lucas et Apocalypse Now de Francis Ford Coppola sont les premiers films à l'utiliser. En 1965, le technicien américain Ray Dolby crée le système Dolby. Il met sur le marché le premier appareil de réduction de bruit professionnel, le Dolby NR-A2, réservé aux studios de musique. L'histoire du cinéma prend un tournant majeur avec le tout premier effet spécial mécanique en 1895 avec le film The Execution of Mary, Queen of Scots de Thomas Edison. L'effet de la scène consiste en une coupe de montage qui crée l'illusion de la décapitation. En 1896, Georges Méliès réalise avec cette technique son premier film, The Vanishing Lady. Ce magicien sera considéré jusqu'à aujourd'hui comme étant le pionnier des effets spéciaux avec le manoir du diable. Dans les années 1900, l'animation 2D voit le jour, notamment avec Fantasmagorie, réalisé par le français Émile Cohl en 1908. L'animation 2D sera popularisée par Disney à partir du premier long métrage de l'histoire d'animation, Blanche-Neige et les 7 nains en 1937. Dans les années 1930, c'est l'arrivée du blue screen, développé par les frères Howard et Theodore Leidecker. Donc le blue screen est une technique consistant à faire jouer les acteurs devant un écran bleu qu'on va remplacer ensuite en post-production. Il y a 3 tournages à faire en tout. Le premier étant de filmer les acteurs devant cet écran bleu, le deuxième de maquettes et les décors à part, et le troisième tournage consiste à un optical printing. Le premier film qui utilise ce procédé est King Kong en 1933. Le premier effet spécial numérique arrive avec Monde Ouest de Michael Crichton en 1973. Ce film utilise le blue screen, mais cette fois-ci avec une pellicule dont sont imprimés dessus les décors faits par image en synthèse 2D.
En 1977, Star Wars est considéré comme le pionnier des effets spéciaux avec le blue screen. Les images 3D faites par ordinateur font leur apparition en 1976 avec le film Les Rescapés du futur. Les graphistes Edwin Catmull, donc le coproducteur de Pixar, et Frédéric Park ont été parmi les premiers à créer des mains et des visages réalistes. Les images générées par ordinateur sont imprimées sur des pellicules, puis incorporées à la pellicule en images réelles, en utilisant une technique appelée le compositing. En 1987, la première caméra numérique arrive, permettant l'évolution croissante du cinéma numérique et la facilitation des effets spéciaux par ordinateur. L'animation 3D est devenue le médium incontournable des années 1990 et bien au-delà. On voit en 1995 le premier film à utiliser des images en 3D entièrement animées, Toy Story. Aujourd'hui, avec l'évolution des technologies numériques, nous sommes capables de faire des modélisations en 3D, des simulations physiques, des textures et des éclairages de manière de plus en plus réaliste et sophistiquée. Avec cette évolution, est-ce que le cinéma numérique remplacera-t-il le cinéma classique? Tu serais pas un peu pessimiste? Oui, sûrement, mais tout de même, la question se pose. Est-ce que cela n'a pas déjà commencé aujourd'hui à remplacer l'homme dans les activités quotidiennes? Aujourd'hui, nous sommes capables de créer virtuellement un corps humain. Pour cela, un logiciel permet de créer un squelette, qu'on appelle armature, à l'aide d'os et de nœuds pour faire les articulations, qu'on ira ensuite remplir avec des muscles qui sont en réalité des formes sphériques, incorporées et fusionnées à ces fameux os. Le squelette et les os seront ensuite recouverts d'une fine couche 3D qui deviendra sa peau, auquel on donnera la texture de la chair humaine. Il existe des logiciels beaucoup plus faciles, comme le logiciel Mech Human. Il s'agit uniquement de paramètres prédéfinis et réglés en fonction des envies et besoins de l'utilisateur. Chaque corps humain est atypique, unique, rempli de défauts qu'on ne trouvera pas dans un corps numérique. Malheureusement, étant influencés par le concept de la beauté, les logiciels sont composés des critères qui reposent sur l'ordre de la beauté canonique du corps. Si l'on crée un corps de toutes pièces que l'on veut parfait, ça risque de créer un cinéma exclusif. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que ces logiciels permettent à ces utilisateurs d'obtenir un corps humain parfait selon leurs critères. Malheureusement, ils ne sont pas toujours inclusifs, puisque cela idéalise la beauté canonique, qui consiste en une proportionnalité et une symétrie parfaite. Où sont les imperfections du corps humain? Où sont les potentiels handicaps visibles? Montrer un corps parfait qui n'existe pas dans la vie ne permet pas de s'identifier au personnage. On risque de désintéresser tout un public potentiel et d'amener le cinéma à sa perte. Personne ne prendrait un tel risque. Oui, mais certaines applications permettent d'obtenir une malformation du corps si les curseurs sont poussés à l'extrême. Mais seront-elles assez réalistes, sachant que cela peut se présenter différemment d'un individu à un autre? Dans le corps humain, il y a aussi le visage. Il est possible de faire parler des personnes sur des photos avec la détection des éléments du visage. Cette technologie permet de même numériser des visages et amener à la résurrection de grands acteurs et personnalités décédés. Il suffit de numériser le visage et de le mettre sur un visage numérique et il ne reste plus qu'à l'animer. C'est le cas dans le film Rogue en 2016, où l'on voit l'acteur Peter Cushing décédé en 1994. Si l'on ramène à la vie des célébrités, on n'a plus besoin aujourd'hui d'avoir des célébrités de notre époque. Les idoles du passé ne sont pas les idoles d'aujourd'hui. Chaque génération a besoin d'idoles et de stars de son époque pour s'identifier à une personne physique, encore vivante de préférence. Je me demande si le logiciel pourra imiter ces personnages ainsi que les émotions humaines qui les caractérisent. Je n'en suis pas certaine. Car pour moi, le jeu d'acteur passe par les expressions comme dans le regard et les émotions qui se veulent uniques. Les logiciels seront-ils capables de donner une âme à ces reproductions d'êtres humains numériques? Je ne pense pas. Le regard semble vide et sans aucune expression particulière. C'est pour cette raison qu'Avatar utilise la capture motion, avec des vrais acteurs, avec l'intelligence artificielle, qui ne reproduiront d'ailleurs jamais d'expression humaine. On a le corps et le visage maintenant, créés numériquement. Mais il ne faut pas oublier quelque chose de très important, la voix. Le 7 octobre 2021, le Wall Street Journal dit même que les acteurs peuvent être remplacés par une voix virtuelle. Il y a aussi un exemple dans la J-pop, avec une star japonaise virtuelle qui s'appelle Ia. Sa particularité, c'est que sa voix a été entièrement créée numériquement, grâce au logiciel de synthèse Vocaloid 3. L'avantage de l'application, c'est qu'on fonctionne en fonction du personnage, de son âge, de son sexe. La voix est adaptée. Mais il n'y a pas que le timbre de voix. Il y a aussi l'intonation qui permet de créer des émotions et des sous-entendus comme avec le sarcasme ou l'ironie. Est-ce que l'intelligence artificielle est capable de capter ces différents types d'intonation?
Je doute. Concernant les acteurs, l'instinct peut prendre parfois le dessus lors du doublage et avoir une intonation ou une improvisation inédite. Une intelligence artificielle répond à une demande stricte, ne laissant pas la place à l'instinct et à l'improvisation. Il vaut mieux favoriser les doubleurs. Oui, mais une récente enquête menée en 2022 révèle que les acteurs font face à une forte pression pour autoriser à utiliser une IA qui remplacerait leur voix. Même si tu as de bons arguments, le métier de doubleur risque de se faire remplacer par une IA. Avec ces nouvelles avancées technologiques et la pression des producteurs, on peut voir dans les prochaines années des licenciements massifs de doubleurs. Cela permettra aux producteurs de faire des économies dans les salaires et d'utiliser cette voix n'importe quand. Je trouve que cela enlève et dénature l'âme du personnage ainsi que la spontanéité d'une performance réelle. Est-ce que le cinéma est-il aujourd'hui prêt à se séparer de ses doublures pour un robot? Possible, sûrement. Mais le public aime bien mettre un visage sur la voix d'un personnage. On aime bien, par exemple, dans les conventions de films, découvrir qui a donné vie au personnage qu'on aime bien. Ce serait aussi enlever ce plaisir aux spectateurs. Nous évoluons dans un monde où tout peut être créé avec l'intelligence artificielle. Au cinéma, un paysage réaliste peut être créé numériquement par le logiciel NVIDIA. Il s'agit d'un logiciel de numérisation de paysages réalistes. Je ne suis pas convaincue que nous retrouverons une atmosphère naturelle dans un paysage recréé par ce logiciel. Les animations 3D sont tellement réalistes aujourd'hui que ça pourrait remplacer beaucoup d'éléments de la vraie vie. Demandons à notre réalisateur Guillaume Leville son avis. Est-ce que vous avez déjà fait un film avec des effets spéciaux faits par ordinateur? Ça m'est jamais arrivé d'avoir des effets visuels impressionnants, c'est-à-dire un tyrannosaure rex qui vient manger quelqu'un dans les toilettes, tout ça. Mais cependant, je n'ai pas de film dans lequel il n'y a pas d'effets visuels. Parce que c'est bizarre, mais des toutes petites touches se font où il faut absolument passer par les effets visuels. Un exemple, si vous voulez, j'ai fait un film il y a longtemps, en 2015, qui s'appelait Un tour de cheville. C'était un court-métrage. Et en fait, à un moment donné, on voit une dame qui est pendue. On voit ses pieds, on voit sa cheville, etc. Et quand on a tourné, on lui a mis un tabouret, on a effacé le tabouret pour qu'elle soit pendue. Donc je me suis renseigné sur comment c'était les pendus. Et j'ai vu que les pendus, comme on a des tendons dans le pied et tout, en fait, les pieds sont quasiment perpendiculaires à la jambe. Ça, c'est la réalité. Sauf que quand on a vu l'image au montage, on s'est rendu compte que c'était pas crédible. On a trafiqué avec l'ordinateur et tout, des effets spéciaux, pour que les pieds soient davantage vers le bas. Alors ça, évidemment, ça se voit pas hein, que c'est l'ordinateur, etc., mais ça a été trafiqué comme ça. Donc on se rend pas compte, mais parfois, les effets spéciaux, dans ce genre de choses, où on dirait qu'il n'y en a pas. On utilise la 3D maintenant, c'est juste un outil moderne qu'on utilise parfois pour des choses très anodines. Tu vois, c'est tellement réaliste qu'on ne le remarque même pas. On ne sera même plus capable à l'avenir de faire la différence entre un film avec des vraies images et un film avec des images numériques. Oui, mais tu t'inquiètes pour rien. Il vient de te dire que les effets spéciaux sont parfois pour de toutes petites choses. Ce n'est pas avec ça qu'on va remplacer le cinéma classique. Tu oublies les changements qu'il y a eu avec l'émergence des premières technologies artificielles. Au départ, c'était pour des petites tâches de calcul ou ce genre de choses-là. Mais elle n'a cessé d'évoluer et la capacité à comprendre et traiter les informations l'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, on peut avoir une conversation avec une intelligence artificielle, écrit ou à l'oral. Il existe depuis le 28 novembre 2015 l'application Replica. Elle permet d'avoir une relation digitale avec une IA, amicale ou amoureuse. Plus vous lui parlerez, et plus elle va vous cerner et adapter son comportement et son langage envers vous. On a l'impression de parler avec un véritable humain derrière. L'être humain est un être social. Il a besoin d'interaction avec d'autres humains et pas d'intelligence artificielle. Durant le Covid, on a beaucoup eu de désobéissance pour aller voir des proches. Il y a eu beaucoup de soirées clandestines. Les jeunes ont ressenti le besoin de voir d'autres jeunes. Il y a toujours besoin d'un indispensable retour à l'humain. C'est pareil au cinéma. J'ai besoin de m'identifier à un réel personnage lorsque je regarde un film ou une série. Si vous devez choisir entre un Johnny Depp avec un jeu d'acteur particulier et une intelligence artificielle qui va reproduire ce qu'il connaît déjà, qu'allez-vous choisir? Effectivement, on préfère Johnny Depp. Beaucoup de personnes qui utilisent Replica sont tombées amoureuses de l'IA. Si un homme ou une femme est capable de ressentir des émotions amoureuses pour un bot, alors il serait capable de le faire la même chose dans un film, tu ne penses pas? L'être humain est doté d'une grande intelligence intellectuelle, pour commencer aussi sentimentale. L'intelligence artificielle n'a pas cette intelligence émotionnelle. En tout cas, pas encore. Un film génère des sentiments propres à l'humain. Il suscite de l'empathie chez le spectateur. Si l'intelligence artificielle ne ressent aucune empathie ou autre sentiment humain, comment pourrait-elle nous le faire ressentir à travers un film? Lorsque je regarde un film, il faut que je sois touchée et que je m'attache au personnage.
Si j'apprends que le personnage a été créé par une intelligence artificielle, toutes mes émotions seront parties. Il n'y a aucune volonté propre derrière. Détrompe-toi. L'IA nous entoure de plus en plus et elle devient de plus en plus autonome. On a pu lire dans France Info le 28 septembre 2022 le titre suivant. Chine. Une femme robot pilotée par une IA devient PDG d'une entreprise de plusieurs milliers de salariés. On crée un robot qui donne forme à une intelligence artificielle et les employés eux-mêmes l'ont programmé pour diriger toute une société avec des milliers de salariés. Et en plus, elle est capable de licencier, d'embaucher, de donner des conseils pour gérer l'entreprise. Et tout ça en totale autonomie, personne n'est aux commandes derrière. Si on commence à remplacer les humains directement à la tête des entreprises, alors qu'est-ce qui nous dit que ce ne sera pas aussi le cas au cinéma ? Cela supprime un poste dans cette entreprise, c'est vrai. Mais tous les postes qui sont dans la création de jeux et de design n'ont pas été remplacés par des intelligences artificielles, puisqu'elle ne peut pas créer quelque chose d'original. L'intelligence artificielle devient autonome dans sa prise de décision, dans sa recherche internet rapide, dans son analyse, mais pas dans la création originale de contenu. Pas encore en tout cas. L'intelligence artificielle compose avec ce qui existe déjà. Le cinéma, c'est de la création avec plusieurs imaginaires. Celui d'un scénariste, d'un réalisateur, des acteurs et autres employés du tournage. L'intelligence artificielle ne pourra pas les remplacer puisqu'elle ne possède pas cet outil indispensable au cinéma et propre à l'homme. Peut-être c'est vrai, mais l'IA est suffisamment performante aujourd'hui et le sera 2 fois plus demain pour remplacer les acteurs, les décorateurs et même les animateurs 3D qui faisaient jusqu'à présent les animations et effets spéciaux. Si on n'a plus besoin d'eux, alors on n'a plus besoin non plus des personnes qui travaillent sur un tournage, comme les maquilleurs, les régisseurs, les pyrotechniciens, et tous les métiers qui étaient jusqu'à présent si indispensables à un film. La technologie peut théoriquement le faire, mais est-ce qu'on le fera vraiment ? Et un film entièrement numérique avec les décors, les corps humains, les voix, les déplacements, est-ce toujours un film ? Selon sa définition initiale, que je le rappelle, est une prise successive de photos qui donne juste une impression de mouvement. Le cinéma est un art de la réalité normalement. On a juste appris avec des trucages à modifier cette réalité pour faire rêver le spectateur. Mais pour qu'un film reste un film, il faut toujours des images avec le vrai monde, notre monde. Que ce soit à l'aide d'acteurs, de paysages et de monuments historiques. Sinon, un film qui n'a rien de notre monde, est-ce toujours un film ? Ou faut-il changer sa définition et le définir comme un film d'animation et non plus comme un film ? Demandons à notre réalisateur, qu'est-ce qui marche le mieux aujourd'hui ? Les films avec effets spéciaux mécaniques ou effets spéciaux numériques ? Alors, ce qui marche le plus en ce moment, je pense que ce sont effectivement les effets visuels à haut degré d'impression. Mais c'est pas lié aux effets visuels pour moi. Ce qui attire le public, c'est la générosité. C'est pas que ce soit mécanique ou numérique. Ils sont pas cons, les spectateurs. Si tu leur donnes un spectacle qui est un peu fade et un peu machin, et puis surtout qui n'est pas généreux, ils vont pas y aller. Et il se trouve qu'un des outils de générosité, ce sont les effets spéciaux numériques. J'ai envie de dire, Avatar, c'est un peu un exemple unique d'un point de vue technique. C'est absolument sidérant, quoi, ce qu'il a réussi à faire. Donc, de toute façon, son spectacle est généreux. Cependant, quand tu vois Mission Impossible 6, 7, je sais pas combien on est, c'est très, très, très généreux. Pourtant, il y a beaucoup d'effets qui sont des effets mécaniques avec des vraies explosions, des trucs comme ça, c'est des cascades, bref, c'est de l'action. Mais ce qui attire le public, ce sont les effets mécaniques, cette fois-ci. Mais alors, est-ce que le cinéma numérique remplacera le cinéma classique ? Là, tu parles plus d'outils. Est-ce que l'outil numérique va remplacer l'outil classique? Sur certains cas particuliers, il ne le remplacera pas. Par contre, si la question c'est vraiment est-ce que le cinéma numérique va remplacer le cinéma classique, ça non. Déjà, il y a cohabitation, parce qu'il y a l'un, on dirait pas comme ça, mais il y a des films là de vraiment un peu sociaux, des trucs comme ça, ou même pas sociaux, des films d'action mais qui sont faits mécaniquement. Ça donne du grain à moudre aux autres créations artistiques qui sont faites à base de numérique en fait. Il n'y a personne qui est ennemi de qui que ce soit. Le cinéma qui est en grande partie numérique ne peut pas être ennemi du cinéma classique qui est fait sans effets spéciaux numériques. C'est comme si tu me disais que le boulanger qui utilise la farine complète, il est ennemi de l'autre à côté qui a la farine pas complète. Les gars, ils sont boulangers, c'est cool. Puis si tu préfères celui-là, tu vas celui-là. Moi, personnellement, je mange le pain complet de temps en temps et je mange le pain pas complet de temps en temps et je suis très heureux comme ça, les gars. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la cohabitation entre le cinéma classique et le cinéma numérique continue ? Eh bien, il faut que le numérique reste un outil d'aide à l'amélioration des effets spéciaux dans les films. Un film entièrement en animation 3D devient un film d'animation, comme pour les dessins animés. Le cinéma numérique ne remplacera jamais le film classique. Ils vivent ensemble et s'inspirent les uns des autres.
Il n'y a donc aucun combat qui nécessite le remplacement de l'un ou de l'autre. Ils sont complémentaires finalement.